Bonjour Emmanuel, Bonjour Jeanne, merci beaucoup d'avoir accepté ce moment avec moi. c'est un plaisir, merci pour ton invitation. Avec plaisir, merci pour ton invitation parce qu'on est ici dans une galerie à Paris qui s'appelle la galerie Coin de Ciel dans laquelle tu exposes actuellement. Exactement, j'ai la chance de pouvoir exposer quelques photos ici, en partager avec une peintre également. Super, donc déjà double carrière, double passion. On est ici pour parler du violoncelle mais on est dans un univers photo. Oui, double carrière, j'irai pas jusque-là, mais double passion aussi, un peu avec quelques ambiguïtés, mais en tout cas échappatoire nécessaire. Et puis oui, ça me prend quand même pas mal de temps et de place dans la tête, la photographie. Voilà. Donc c'est une occasion. Puis c'était un endroit propice pour qu'on se rencontre quoi, à Paris, avec ce beau temps, enfin, puis ces camions poubelles. Normalement on ne devrait pas les entendre avec nos micros. Ah, d'accord, ok. En tout cas, Emmanuel, c'est un plaisir de t'accueillir sur ma chaîne pour parler de ta carrière, de ton parcours, de tes inspirations au violoncelle. Du coup, on va se focaliser principalement sur le violoncelle. Et ce qui m'intéresse pour commencer cet entretien, c'est de savoir comment tu as découvert la musique et comment tu as commencé le violoncelle. Alors, comment j'ai découvert la musique? Alors, très souvent, on raconte ce qu'on veut, mais moi j'avais j'ai un père qui est mélomane, et qui était pianiste amateur, qui est toujours pianiste amateur, que j'aime beaucoup enfin, dans ses interprétations. Et donc c'est un peu lui qui nous a donné à la fois le syndrome de la musique, et puis aussi cette passion de la photo avec mon frère. Donc c'est venu comme ça, c'est-à-dire que il y avait toujours la musique classique à la maison, et à un moment donné, on habitait en appartement dans une très jolie tour à Aubervilliers. Moi, j'ai découvert la trompette. Moi, je voulais faire de la trompette. C'était la trompette, c'était très beau, la trompette, ça brillait, je sais pas, il y avait quelque chose de fascinant. Et en fait, mes parents m'ont dit, bah non, c'est pas possible, quoi, dans l'appartement, la trompette, avec les voisins déjà qui râlaient avec le piano. Donc en fait, ils m'ont amené un jour voir un concert du conservatoire d'Aubervilliers. Je sais pas pourquoi ils y sont allés d'ailleurs. Moi, je leur demande. Et en fait, c'était un ensemble de violoncelles qui jouaient. Et ils jouaient l'Élégie de Forêt. Voilà. Et donc, apparemment, moi, je suis sorti de là, et puis c'est ça que je voulais faire. Bon, je sais pas, j'ai lâché, c'était ma première inspiration ma première accroche directe avec un instrument. Ça a été ça. Mais je dois dire que la trompette, après, elle est revenue, hein, quand même. J'ai réussi à avoir une trompette un peu plus tard. Bon, c'était pas concluant, je l'ai cassé, etc. Mais voilà, T'as cassé ta trompette? ouais, j'ai cassé ma trompette, je l'ai fait tomber, elle était complètement tordue. Puis je savais pas que ça pouvait se réparer, donc je l'ai laissé sur un coin, puis je m'en suis plus occupé. C'était triste, mais j'aimais bien le son de la trompette. Maintenant aussi, surtout derrière la tête en orchestre. Non, non, c'est. Donc, tu avais quel âge à peu près quand tu as découvert, tu assisté à ce concert J'avais 5 ans. D'accord. Oui, j'avais 5 ans, donc après on s'y est mis assez vite, donc en gros j'ai commencé à toucher du violoncelle à 5 ans et demi. Bon, comme pas mal de gens, je pense. Comme toi, non? Oui, à peu près. Alors, du coup, tu as été rentré au conservatoire d'Aubervilliers? Voilà, je suis rentré au conservatoire de Bervilliers. Enfin, je ne sais plus comment ça s'est fait, je me suis inscrit. Donc j'ai eu un prof qui était extraordinaire avec moi pendant très longtemps, Erwan Forêt. Et donc j'ai fait en gros tout mon parcours avec lui jusqu'à ce que je commence à débloquer un petit peu au niveau de mes attentes, de ce que je voulais faire dans le violoncelle. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu cette crise d'adolescence. Enfin, je ne l'ai pas vraiment faite, hein, la crise d'adolescence. Je pense que j'ai été quand même assez sympa avec mes parents. Faudrait que je leur redemande. Mais je suis devenu très mauvais élève partout. J'étais vraiment très mauvais. Enfin, pas très mauvais, mais j'étais pas bon à l'école. J'étais pas bon trop au violoncelle moderne. Enfin, j'étais un peu dans le rejet des études de Popper et des trucs comme ça. Et puis c'est à ce moment-là en fait que je suis tombé sur les suites, enfin que mon père avait des cassettes il y avait une cassette des suites de Bach de Bilchma. Et je me souviens avoir écouté ça en vacances en Lozère. Alors c'était génial cet endroit, la Lozère. C'est un peu, le berceau de la famille, etc. Et donc il y avait cette chaleur et ces insectes et ces animaux qui étaient au dehors. Et puis cette musique de Bach jouée de cette manière-là, qui était complètement différente de ce qu'on me demandait de faire au conservatoire. Euh,
Et bon, ça a été un déclic incroyable. Mais le premier déclic, en fait, il a été pour la matière. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Et puis je regardais les photos de la pochette du disque et tout, je voyais ce violoncelle un peu extraordinaire de Bichmin. Et des sensations sonores, quoi, ce phrasé, cette liberté qu'il y avait d'expression et tout. Et donc à la rentrée, donc ça c'était au mois d'août, donc j'avais 15 ans. Et à la rentrée, j'ai demandé à mon père d'aller m'acheter à rue de Rome des cordes en boyau. J'ai dit, est-ce que j'aimerais beaucoup mettre des cordes en boyau sur mon violoncelle? Et donc il m'a acheté des cordes en boyau, c'était vraiment du boyau, c'était voilà, de ce qu'on trouvait chez Pirastro, les boyaux très blancs. J'ai mis ça et j'ai mis l'arrêt, sol, do, filet, c'était, je ne sais plus ce que c'était. Et j'ai commencé à jouer mes études de pauper avec ça. C'était difficile. Ah oui, ok. Et puis ça n'a pas plu du tout à mes profs. À mon prof, surtout dans Erwan Forêt, il était, je pense qu'il était revenu de ça peut-être à son époque. Il avait peut-être commencé à ça. Il m'avait dit oui, moi aussi j'ai connu le boyau. Bah oui, ça je l'ai su plus tard qu'en fait ça a été jusqu'à très longtemps le boyau. Mais bon voilà, j'étais un petit peu en opposition, puis je voulais pas les retirer mes boyaux. Et donc j'ai passé mon prix au CRR. À l'époque c'était CNR. J'ai joué la symphonie concertante de Prokofiev. Avec des boyaux? Avec les boyaux purs. Et les 4 cordes au boyau pur? 2 cordes de boyau pur, Ah oui. 2 filets. Quand même. Enfin, Prokofiev, il y a beaucoup sur le la quand même. Quand même. Oh là là. Et bon, bah, je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu le prix. Ils m'ont donné un deuxième prix. Et puis voilà, donc, et à ce moment-là, donc, j'ai dû redoubler mon cursus. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, moi, j'étais fasciné, obsédé en fait, par l'instrument, le violoncelle baroque. Alors, et à ce moment-là, je pense que j'ai fait un stage de violoncelle pour me présenter, avant de me présenter au CRR de Paris, chez David Simpson. À ce stage, pendant ce stage, et même tout ce que proposait le CRR de Paris à ce moment-là, ça a été une porte ouverte sur un monde merveilleux. C'était complètement, je sais pas, comme si c'était la magie, enfin le monde enchanté pour moi. C'était plein de disciplines différentes. C'était des études de traité, d'ornementation. C'était des gens qui me semblaient très ouverts, qui étaient là pour. Enfin, il y avait beaucoup d'amitié, et beaucoup moins de concurrence, de rivalité, d'observation, etc. Et j'ai trouvé en fait mon bonheur là-dedans, quoi. Ça a été, ouais, c'était vraiment une révélation. Et donc, pour rebondir là-dessus, en fait, il y avait cette fascination de l'outil, de l'instrument. Et donc, j'ai appris par des plus anciens, donc, qui étaient déjà dans la classe, qu'on pouvait se faire un instrument. Et moi, je ne savais pas, je pensais qu'il fallait trouver un violoncelle baroque dans un grenier, etc. Enfin, j'avais vraiment des... C'est venu après, ça, cette envie de pouvoir trouver un violoncelle historique dans un grenier, mais en fait, c'est jamais venu, malheureusement. Donc, je me suis dit, bah, il y a possibilité de s'en faire construire un. Et alors là, qu'est-ce qu'on m'a parlé? Bah, il y a des modèles différents. Ah oui, mais quoi? Il y a Testor, Gaufriller. Et donc, ma première rencontre, à part celle d'avoir quand même réussi une chose dans ma vie, à ce moment-là où je réussissais pas grand-chose, c'est d'être entré au CRR chez David Simpson, avec cette poésie qu'il y avait pour moi dans son enseignement, et puis voilà, dans toutes les disciplines. Et donc de tomber un jour par hasard à regarder qui pouvait me fabriquer un violoncelle baroque. Et donc ma mère appelle, parce que moi j'étais peut-être pas débrouillard, elle appelle un monsieur qui s'appelle Charles Richet. Et donc Charles Richet qui dit à ma mère, oui, nous faisons des instruments de concert sur un modèle Gaufriller. Moi je dis, Gaufriller, c'est quoi? Bon, Gaufriller, et puis je me rends compte que c'est l'instrument que jouait Anna Bichma, enfin, c'était écrit sur les pochettes, etc. Voilà. Et donc je me suis dit, oh, Gaufriller, cette sonorité, je vais peut-être avoir ça, est-ce qu'une copie, ça peut être... Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai pas fait, mais ça a été ma première rencontre avec Charles Richet, que j'ai jamais abandonné, en fait, jusqu'à maintenant. Et aussi, en fait, c'est drôle ce monde de musique ancienne. En fait, c'est fait beaucoup de connexions, de synchronicité
Donc je pourrais revenir plus tard, mais sur les rencontres qu'on fait, etc., qui se croisent entre, par exemple, donc, Bruno Coxet avec qui je travaille, et puis Charles Richer qui fait un travail avec Bruno. Donc enfin, en tout cas, voilà, j'ai eu ce, ce contact-là avec Charles, et je pense que j'étais très goulu aussi de travailler, et j'ai découvert les interprétations de Christophe Coin dans les Vivaldi, les sonates de Vivaldi. Et là, ça a été une claque avec cette aisance, ce son, cette liberté, cette articulation, cette expression de main gauche que j'avais jamais entendue avant. Je me disais, mais tout se passe pas à droite. En fait. Il y a aussi à gauche, il y a des trucs. Bon, alors je me suis dit, il va falloir que je peux pas faire autrement. Soit je fais tout mon cycle au CRR, soit là j'ai l'occasion de me présenter, je sais plus quel âge j'avais. Bon, je suis rentré dans la classe de Christophe, donc j'avais pas fini. Donc voilà, je me souviens Christophe, on était 3 à se présenter à cette époque. Voilà, et j'étais très content d'être arrivé dans la 2e place. Je me disais, c'est incroyable, mais en ce moment ça marche bien, je suis content. Bon bref, je suis rentré. Donc au CNSM de Paris. Au CNSM de Paris, puis là, c'est là que en fait tout est devenu très clair pour moi. C'est-à-dire que j'étais dans ce que je voulais faire et ce que je sentais passionnant et nécessaire pour moi, en tout cas pour l'expression musicale, quoi. J'étais plus du tout dans cette espèce de rapport de compétition, et heureusement je ne l'ai pas vécu en allant pas trop loin dans mes études de violoncelle moderne. Mais déjà au CRR, voilà, j'avais cette espèce de... Puis j'étais connoté le petit violoncelliste qui mettait du boyau, enfin c'était pas très agréable, alors que voilà, ça sonnait moins fort, ça sonnait moins bien, mais au moins en allant chercher plus loin dans mes études, j'ai trouvé mon climat, quoi, mon bien-être. Voilà. Ouais, il semble que tout s'est aligné pour toi à ce moment-là. Ouais, tout est allé... c'était un peu le chaos au début. Alors je me souviens, quand j'étais vraiment ado, c'était un peu comme si je faisais un peu des trucs qui servaient pas à grand-chose, quoi. Que ce soit les études de Popper, moi, je sais pas. Ouais, ça sert bien, faut pas que je dise ça, hein, mais ça sert, les études de Popper et de Duport, et puis les concertos de Rombert et de Davidoff. Mais c'était pas ce que je voulais faire, en fait. Voilà. À partir du moment où je trouvais qu'il y avait de la matière avec le boyau, qu'il y avait cette articulation et tout, c'est bizarre, en fait, mais j'ai eu l'occasion de reprendre un violoncelle moderne, je sais plus pourquoi, pour rigoler peut-être. Mais en fait, je sais plus trop comment ça fonctionne. Ah ouais, à ce point-là. Ben, ça me paraît tout fin, les cordes. Et puis c'est surtout qu'en fait, je crois que enfin, il y a un rapport à la corde qui est tellement différent que maintenant j'ai pris mes petites habitudes. Donc en fait, je pense que si avec un violoncelle moderne, je n'irai pas au potentiel maximum. C'est comme si on me donnait une moto. Moi, j'aime bien faire de la moto. C'est comme si on me donnait une moto ultra sportive et tout. Je ne saurais pas trop comment rouler à Paris, quoi. Et du coup, je reviens juste sur Rombert, Duport, même Popper, mais surtout Rombert et Duport, c'est quand même des compositeurs qu'on joue au violoncelle baroque. Oui, bien sûr, mais j'aime pas les jouer. Enfin, même au violoncelle baroque. Oui. Non, moi je suis pas. Enfin, jamais je vais me dire, tiens, je vais monter un programme, je vais mettre du Rombert et du Duport. Oui, alors le Duport, par contre, oui, je veux bien le jouer, mais moi j'aime bien faire la basse. C'est un peu ce que j'ai développé. Moi, je suis plus un continuiste qu'un violoncelliste soliste de la musique ancienne. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça existe vraiment. Il y a des gens qui font des carrières solo en moderne, très fortes, mais il y a des gens qui font des carrières en violoncelle baroque moins fournies. Ça ne veut pas dire que les gens ont moins de compétences ou de qualité, hein. C'est juste que je pense que faire une carrière, être connu comme violoncelliste baroque ou violoniste baroque de concertiste, faire des concertos avec tel ou tel ensemble, je crois que ça n'existe pas vraiment. Même Christophe Coin a fait une brillante carrière dans le quatuor, donc je pense que c'est aussi dans ces zones-là de formation qu'on peut s'exprimer pleinement. Et pour moi, c'est vrai que Rombert, oui, peut-être pour travailler, pour s'entretenir, mais tu fais du Rombert ? Moi, Ouais. moi, je déteste Rombert parce que j'ai fait comme toi des concertos
à préparer pour les premiers tours de CNSM au violoncelle moderne et Ouais. c'était... Mais j'ai après entendu du Romberg, d'autres pièces de Romberg, pas les concertos dont... Ouais. Par exemple, même Christophe en a joué. Oui, mais voilà. C'est super beau. Mais c'est super beau. C'est pour ça que je me demandais si l'approche violoncelle baroque... Oui. J'ai rarement... Enfin bon, alors après, c'est pas... Je veux pas lancer... Enfin, étant donné que ça a été mon professeur, ton professeur, on va pas... Ouais, si, on peut lancer des fleurs, mais je veux dire, tout ce qui touche, en général, c'est très beau. Tout ce qu'il arrive à jouer, c'est... Donc un Rombert, oui, c'est très beau. Mais parce que pour moi, ça va plus loin que du Rombert. Enfin, c'est de sa personnalité. C'est le umami du violoncelle. Umami. Le umami, c'est la sixième saveur, non, c'est pas la sixième, le salé sucré, nanana. Et puis le umami, c'est ce qu'on met dedans qui fait qu'en fait, ça a une saveur particulière, encore plus. Deux recettes égales, deux recettes exactement avec les ingrédients, suivant deux personnes, peut-être que le résultat n'aurait pas le même goût, la même saveur. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une empreinte dans ce que fait Christophe, mais chaque grand violoncelliste a sa manière. C'est ça, comme il le dit très bien, c'est sa propre voix, quoi. Et donc, du coup, par rapport à Christophe, comment s'est passé tes premiers cours avec lui, ton enseignement avec lui au conservatoire? Ah, bah... Alors ça, je sais pas si tu pourras le garder au montage, mais... Oh bah non. Mais moi, quand je suis rentré au conservatoire, quand j'ai fait le concours, et qu'au deuxième tour... déjà, au premier tour, c'était un peu... Je me souviens d'un collègue qui m'avait dit oh, tu rentreras pas, toi, il prend pas les jeunes. Bon, d'accord. Mais alors, bon, je suis quand même rentré au deuxième tour. Deuxième tour, j'étais très content, puisque je vois que j'ai été pris. Alors, c'était incroyable. C'est-à-dire que là, vraiment, ça se concrétisait, quoi. J'allais étudier avec lui, avec le monsieur que j'avais entendu dans les disques et tout. Puis il me dit, je vous dirai, je vous avoue, j'ai pas voté pour vous. Donc c'est pour ça, je sais pas. Je te laisse au choix de le garder ou pas. C'est excellent. C'est excellent. Mais je pense que... Il avait le droit de voter? Est-ce que c'est plus possible aujourd'hui? C'est pour ça que je sais pas trop si... Peut-être c'était personnel? Peut-être c'était son avis personnel, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit, bah, je suis désolé. C'est excellent. Bon, bref, tu vois, je suis reparti dans la Lozère. Ça, c'était chiant, on s'est présenté en juin. Donc, j'étais sur liste d'attente, tu vois, j'étais derrière. Enfin, le premier, c'était Ophélie qui était rentré, moi le deuxième, et puis François Poli en troisième. On était trois à se présenter. Et puis, je crois qu'il y avait genre une place de libre. Enfin, c'était encore dans l'été, on était. Enfin, on ne savait pas plutôt, je crois que c'était, on ne savait pas combien il y aurait de places disponibles, tu vois. Et puis bon, après, genre, je sais plus, fin juin, début juillet, j'ai su que c'était bon. Donc, à l'été, j'ai commencé à travailler mes sonates de Geminiani. Je me suis dit, tiens, je vais amener du Geminiani. Parce que j'adorais Geminiani, je trouve ça tout. La troisième sonate, en do, donc je voulais lui jouer ça, parce que c'est un peu vif, c'est un peu... Et donc, l'enseignement de Christophe, donc voilà, j'arrive, premier cours, et puis, bon, il dit pas grand-chose, hein, on le sait. Et puis voilà, bon. Et comme il dit pas grand-chose, par contre, moi, je sais pas, il avait cette façon d'arriver vers vous, puis de tendre un petit peu la main comme ça. Et à ce moment-là, vous saviez qu'en fait, enfin, instinctivement, il fallait donner l'instrument. Donc je donnais l'instrument, je me levais de mon siège, il s'asseyait, puis il jouait. Alors là, ce que je raconte, c'est pour ce cours-là, mais c'est un peu sur les 3 années qui se sont déroulées d'études. Il jouait. Et là, en fait, il y avait un truc qui se passait dans la tête. C'est comme si, bah oui, en fait, on vous montre quelque chose, une évidence, quelque chose d'acoustique, mais sonore, on vous l'écrit, on vous dit, là, c'est comme ça que moi je le vois. Et en fait, vous prenez ça, vous absorbez ça absolument. Je me souviens, il mettait ça, mon archet dans sa bouche, comme ça, quelques secondes de réflexion. Alors, pas de mots, puis voilà, on mordait. Je jouais, et là, c'était incroyable, hein, parce que l'instrument sonnait pas de la même manière. L'instrument, il était comme ça, il était rond, et puis 10 secondes après, il se recrispait, il redevenait ma sonorité.
Je sais pas si, franchement, c'est quelque chose que ces élèves ont remarqué, mais moi, c'était systématique. Et, voilà, ça m'impressionnait. Je me disais, comment on peut être aussi aéré, oxygéné, aérien, tout, et réussir sur n'importe quel violoncelle à donner son empreinte sonore en si peu de temps. Ça m'a fasciné. Donc voilà, bon après, moi j'ai adoré ces cours parce que de toute façon je lui ai dit il y a pas très très longtemps, enfin ici il y a quelques années, après pendant le confinement on s'était vus, et je lui avais dit en fait que son enseignement pour moi c'est un enseignement pérenne et à retardement, c'est-à-dire que ce que j'ai pas compris aussi à un moment donné, et je l'ai compris plus tard, et en fait je me rends compte que par exemple quand j'arrive sur un truc que j'arrive pas à comprendre ou que j'arrive pas à faire sonner comme je voudrais, je me demande comment lui le jouerait. Et donc cette influence, euh, ça fonctionne. Et puis donc ça me libère un peu. Voilà. Et donc c'est un enseignement comme une bombe à retardement, quoi. C'est sur la durée pour moi. Et tu me parlais, avant qu'on commence cette interview, d'une anecdote sur le poids de la pointe, Ah, qui voulait que tu mentionnes dans son concert hommage, dans lequel on a participé. oui. Et du coup, tu l'as pas fait, Non, mais je l'ai pas fait. j'étais curieuse de savoir sur quoi il voulait insister, lui, pédagogiquement, qu'il voulait que tu mettes en valeur. Bah, en fait, donc à cette journée hommage, concert hommage qu'on avait fait avec ta très belle présentation et donc au sein de tous les élèves, on voulait que je fasse la blague du poids de la pointe. Donc c'est le poids de la pointe, c'est comme si c'était un seul mot, poids de la pointe, c'est poids de la pointe. Parce qu'en fait, il est tout le temps en train de nous parler du poids de la pointe. En fait, c'était juste qu'on devait aussi lâcher l'archet sur la corde pour avoir cet équilibre d'archet avec une mèche à plat. Donc il nous le répétait très souvent, parce que nous, on était là comme, enfin, en faisant un raccourci, mais à utiliser notre archet comme si on utilisait une épée, ou je sais pas. Donc on était peut-être dans le contrôle un petit peu trop dur, trop sec, et en fait lui, comme il avait cette aisance, il était dans l'équilibre. Et donc comment tu peux faire sonner d'une manière fluide et aérée, ben, c'est en faisant un équilibre parfait de toutes tes masses, donc que ce soit l'archet sur la corde, etc. Donc je pense que c'est l'école où le mot-clé de l'enseignement de Christophe Coin, c'est aussi le poids de la pointe. Donc à cette soirée-là, on m'a dit « Ah, tu pourrais faire la blague en reparlant du poids de la pointe. » Puis je ne l'ai pas fait parce que je ne me suis pas senti... je me suis... Bon, voilà, j'ai voulu être discret. Ça marche. Et tout à l'heure, tu parlais de ce qui est autour du violoncelle, les ornementations, les traités. Donc, est-ce que ça t'attirait aussi beaucoup dans la découverte de ce monde baroque? Est-ce qu'au CNSM aussi, tu as pu explorer du coup des époques, des spécialisations Je me souviens des études de traités et ornementation avec Béatrice Berchtel. C'était notre professeur. Voilà, c'était la découverte des bibliothèques, etc. Je me souviens que j'avais fait un travail sur, je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais bon, c'était sur Jean-Jacques Rousseau. Je voulais le défendre en tant que musicien, bon, voilà. Bon, j'ai eu du mal, hein. Oui. Mais bon, j'avais fait un travail sur le devin du village. Oui. Voilà. Qu'après, finalement, quelques années après, j'ai joué avec la Symphonie du Marais. C'était amusant de le faire. Non, mais les années d'études au conservatoire, ça m'a aussi beaucoup servi à faire des rencontres, parce que dans les hautes écoles, c'est aussi là où on commence à prendre des points d'ancrage aussi pour le futur. Et j'avais la chance aussi à ce moment-là d'avoir comme professeur de musique de chambre un certain Christophe Rousset. Donc voilà, donc je suis allé quelques fois lui jouer des sonates. Et en fait, ça a été une très belle rencontre, je pense, puisque en fait, on ne s'est pas lâché depuis ce moment-là, quoi. Donc, on va dire depuis 1997, je travaille avec lui. Donc voilà, à ce moment-là des études, je commençais aussi à travailler je faisais quelques petites tournées
Musique de chambre, ça m'est arrivé aussi, donc avec Christophe Rousset. Et des petites productions d'opéra, ce qui était incroyable parce que tu mets un pied dans le monde professionnel assez tôt. Je me souviens plus quel âge j'avais. Et donc voilà, donc des rencontres comme ça, ou aussi l'occasion de pouvoir faire des stages. On avait un directeur du département de baroque qui s'appelait Jan Nuchelmans, je déforme un peu son nom, qui nous avait dégoté des stages à Royaumont. Alors, je ne sais plus si ça s'appelait des stages, mais en tout cas, on a pu travailler avec Bartol Keuken, Carabanchini, des gens comme ça, mais aussi Seminario Musicale. Il Seminario Musicale, qui est un ensemble, qui était un ensemble de Gérard Laine et fourni avec Bruno Coxet, Blandine Ranou, Pascal Monteillet, Richard Myron. Donc toute cette bande-là, avec qui finalement, à un moment donné, j'ai pu aussi travailler. Ma première rencontre avec Bruno Coxet, c'était à Royaumont. Il y avait une introduction de violoncelle dans une sonate, dans une cantate de Scarlatti, quelque chose comme ça. Je crois que mes collègues n'ont jamais commencé la première note. C'était très intéressant. J'ai adoré. C'est-à-dire que l'introduction du violoncelle, il fallait que ce soit parfait, quoi. Donc Bruno était intransigeant là-dessus. Ok, donc voilà. Il ne les a pas laissés. Ouais. Et puis bon, Bruno, je l'ai eu aussi la dernière année, quand Christophe était un peu parfois absent pour des concerts. Bruno venait donner des cours et je me souviens de sonate de Boccherini avec lui. On parlait de Rombert, mais Boccherini, par contre, moi, j'adore. Hein. On peut se dire, ouais, Rombert, Boccherini. Non, pas du tout, rien à voir. Et en fait, c'était d'une clarté aussi rhétorique incroyable. Et puis aussi Bruno, il a des qualités pour faire de la dentelle de la musique, quoi. Tout est précis, tout est ciselé, tout est magnifiquement découpé. Et avec des phrases, etc. Donc il y a une générosité de son que j'adore. Et donc c'était mes premières rencontres, hein, quand je parle de Charles Richer, Christophe Coin, Christophe Rousset, David Simpson, etc. Et donc Bruno Coxet. Et donc à ce moment-là, Bruno m'a invité aussi à venir le rejoindre sur ses séminario musicales. Et quand il y avait parfois des cantates avec des airs de deux violoncelles. Donc moi j'étais très impressionné d'être dans cet ensemble-là, qui était à l'époque, dans les années, jusqu'à 2000, 2005, je ne sais plus quand j'ai joué, mais c'était vraiment le top du top. Vous parliez de séminario musical aux gens, c'était le Saint Graal. Ou alors je l'ai mal compris, mais moi je le prenais comme ça. Hein. C'était incroyable. Et donc après, petit à petit, Bruno a aussi monté son ensemble et puis il a commencé à m'inviter dedans. Le premier disque que j'ai fait avec lui, c'était les Frescobaldi, les canzones. Enfin, je sais pas, il y a une connexion très, très évidente et qui est devenue très amicale, très confidente aussi. Et donc ça fait partie de ces personnages qui, en fait, à un moment donné, dans cet esprit de musique ancienne, deviennent des gens qu'on pourrait penser de la famille, enfin du cercle de bienveillance. Donc c'est toujours très, très important de savoir aussi qu'on peut avoir des moments de doute et puis d'avoir des conseils, toujours encore maintenant, même quand on a 50 ans, de pouvoir se confier, parce que c'est difficile de se confier ou de montrer des faiblesses dans notre métier. Quand on va travailler quelque part, il ne faut surtout pas montrer de faiblesse. Donc, voilà, ça fait partie un petit peu de tout le mix des expériences professionnelles de l'enseignement, de comment on a évolué et de prendre toutes ces ficelles pour se créer soi-même et créer son enseignement. Parce que j'ai été prof à Versailles quelques années, au CRR.
Et donc, à un moment donné, quand on se retrouve à devoir enseigner le violoncelle baroque, ce qui nous plaît, etc., essayer de se remémorer qu'est-ce qu'on a appris pour pouvoir le retransmettre. Voilà. Et il y a une chose que j'aime beaucoup, je voulais te le dire, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais à la soirée de Cortot, tous les élèves, il y a cette rigueur au niveau du visage, qui pour moi c'est très important de voir, une concentration qui est vraiment dans la production du son et dans le partage, c'est-à-dire que en fait tous nos sens sont en éveil, mais ils sont pas dans l'opéra, ils sont pas simulés. Ils sont. Ouais, tu as raison, c'est vrai que c'était frappant. Ouais, il y avait visuellement. Vraiment une connexion visuelle et pas une interprétation libre avec des assouplissements de nuque qu'on voit trop souvent à mon avis. Parce que donc là on parle de la soirée d'hommage à Christophe. Hein. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ma chaîne également, qui raconte cette soirée. Donc je vous invite à aller la voir, petit aparté. Comme toutes tes vidéos d'ailleurs, parce que j'en ai regardé pas mal. C'est vrai. Mais pour revenir à cette soirée, tu as entièrement raison. Et même, il y avait souvent des rôles différents. Parfois, vous étiez 30 sur scène et parfois, il y avait une ou deux personnes. Et c'était le même état d'esprit au niveau visuel, même si le rôle était beaucoup plus soliste. Ouais. Je sais pas, mais on est très influencé quand même. Et puis, c'est surtout qu'avec des gens comme ça, on aime l'être. Et je sais pas, il y a une sorte de retrait par rapport à la musique, par rapport à l'instrument, par rapport à l'ego, en fait, qui est très importante de capter. Et c'est vrai que il y avait à la fois une super ambiance, on était très contents de se revoir, des fois on ne s'était pas vu depuis 20 ans. Non, pas 20 ans. Ouais, d'accord. Ça passe vite. Et donc, il y avait cette même concentration. Donc, c'était très beau à voir, en plus de l'émotion qu'on a tous eue. Voilà. Enfin, ça, c'est pour revenir sur la soirée, mais en tout cas, sur l'interprétation, sur ce qu'on en fait, etc. Bon, qu'est-ce qu'on nous demande aussi maintenant? On nous demande d'être très actifs sur les réseaux, donc on demande cette espèce de communication avec le public. Je me souviens quand même, il y avait un ensemble de musique de chambre qui m'a dit « Montre que tu communiques avec le public ». Bah non, moi si j'ai une difficulté, j'ai une difficulté. Hein. Si j'ai quelque chose de difficile à jouer, je vais pas attirer l'attention ailleurs pour juste croûter mon truc, quoi, et puis que ça passe. Je préfère croûter mon truc avec un sérieux, quoi. Hein. Non, mais ce que tu décris, c'est comme si ce que tu proposes, c'est aussi de t'effacer devant la musique. J'ai l'impression que de laisser la musique parler et de ne pas peupler visuellement, c'est un peu ça aussi ce que fait Christophe. Oui, tout à fait. Mais pourquoi on peuple visuellement l'espace? C'est parce qu'on est dans un mode de communication de l'image. Du rapide, du joyeux, on doit montrer de la connexion entre nous, on doit montrer... Et en fait, des fois, ça me dérange presque qu'il y ait des clins d'œil, il y ait des gens qui jouent, ça peut être quelque chose de triste et tout, puis un petit regard, un petit sourire. Je trouve que c'est déconnecté de ce qu'on propose. Et effectivement, il y a un retrait par rapport à la musique qu'on se devrait d'avoir, à mon avis, mais bon... Peut-être que ça ennuie le public, hein, d'avoir quelqu'un qui semble faire la tête, mais en fait c'est de la concentration. Hein. Mais pour moi, la musique après, on est artiste ou on est artisan, c'est toujours la question qui peut se poser. On est un artisan, c'est-à-dire qu'on propose la musique comme elle a été écrite, avec son empreinte digitale. Il y a quelques années, on avait un quatuor qui s'appelait le quatuor Ruggieri, avec qui on a enregistré des quatuors de Hansloh, 2 disques de quatuors de Hansloh. J'avais plaisir à dire qu'en fait, le son, comment on façonne le son, tout le monde en parle, hein, de façonner le son, c'est ce concept un peu curieux, mais c'est comment on prend la corde, comment on l'articule, et qui va faire qu'en fait, on va avoir sa propre identité sonore, son empreinte digitale,
Si vous mettez votre doigt sur une des photos, vous allez voir votre empreinte. Mais en fait, c'est juste ça qu'on pourrait apposer à la musique, à mon avis. Enfin, selon moi, c'est de proposer un discours, une vision du discours, et qu'elle ne soit pas nécessairement la vérité en soi. C'est une des possibilités de faire, mais suivant quand même des règles de respect du texte. Mais c'est quand même important de l'avoir, parce que c'est vrai que par exemple, quand on commence à s'adonner à faire autre chose que de la musique, on peut entendre, j'en entends souvent, des incohérences sur du phrasé. Enfin, ça peut arriver, hein, je veux dire, faire un accent fort qui est en retrait, ou inversement, une liaison de mesure à mesure, qu'on appelle un peu dans notre jargon un taram. Je veux dire, c'est pas très élégant. C'est quelque chose qui est jamais défini dans des études ou des traités de musique ancienne. On lit pas l'accroche d'une mesure au temps fort d'après. Enfin, je veux dire, à moins que ce soit spécifiquement voulu. Il y a des sonates de Vivaldi, par exemple, qui sont écrites comme ça. Mais s'il n'y a pas ça décrit par le compositeur, on s'évite de le faire. Je veux dire, c'est... Et taram, je connais pas ce terme. Ah bon? Bah non, c'est parce que c'est plutôt à mon époque qu'on utilisait taram. Taram. Là, c'est l'onomatopée. Okay. Ouais, on pourrait dire temps faible accentué, tu vois. Oui, ok, d'accord. C'est vrai qu'on entend, enfin je sais pas, on peut entendre ce genre de choses-là. Et d'où finalement l'importance du professeur qui nous transmet ça. Si on a un professeur qui est rigoureux et qui nous empêche ou qui nous fait de la remarque, en disant attention à ton phrasé, à tes accents, voilà. Une mesure à 4/4, c'est un premier temps, un troisième temps, quand même plus évident que le reste. Bah ça nous permet quand même d'avoir des phrases qui sont cohérentes, en fait, où la rhétorique, à ce moment-là, prend sa place. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de rhétorique, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de phrase, et en fait, on se perd, à mon avis. Mais merci pour la transition, parce que je voulais justement revenir sur la rhétorique. C'est un concept qui, en tant que rhétorique musicale, qui est surtout utilisé en musique ancienne. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en musique moderne, alors que c'est vraiment une transposition de ce qu'est la rhétorique texte en musique, mais c'est vraiment très spécifique à la musique ancienne. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire faire de la rhétorique musicale? La rhétorique, pour moi, c'est comment on va découper une séquence musicale et la faire devenir compréhensible. Et donc, par exemple, il y a quelqu'un qui est très fort, avec qui j'ai la chance de jouer, c'est Ottavio Dantone, avec l'Accademia Byzantine, qui nous dit là, c'est ça, ça. Et en fait, tout presque devient mathématique. Hein. Ouais. Mais c'est d'une logique implacable. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, vous pouvez vous dire ah oui, mais là, c'est la vérité, c'est le truc. Et donc, il peut y avoir, à mon avis, cette rhétorique appliquée à la lettre, ou il peut y avoir une interprétation relative de la rhétorique. À mon avis, la rhétorique, c'est juste de vous donner un cadre de structure suivant les phrases. Probablement, parfois, ce qu'on peut reprocher, c'est d'avoir, nous, en musique ancienne, où on nous dit la ligne, la phrase, justement, cette rhétorique, et qu'en fait, elle devient très ciselée par rapport aux longues phrases de la musique plus romantique, etc. Peut-être qu'il y aura un mix à découvrir là-dedans, et voilà. Par exemple, pour parler de la basse continue, par exemple, quand on arrive sur une cadence, par exemple, on a si, mi, fa, fa, si. Si on joue si, mi, fa, fa, si, c'est plat, c'est froid, c'est exposé. Alors que si on structure quand même cette échelle, c'est-à-dire que toutes les 4 notes ne vont pas avoir le même poids, la même longueur, la même densité, à ce moment-là, ça devient du discours, ça devient de la parole et ça devient du texte. Et, alors je ne vais pas te le chanter comment je ferais, parce que il me faudrait plutôt des cours de chant ou un violoncelle, et encore, il faudrait attendre que tout soit déplié, rechauffé, mais on ne va pas jouer ça aussi facilement. Mais par contre, on va essayer de trouver une cohérence. Et voilà, pour ne pas écraser la cadence, pour ne pas donner un accent sur le poussé, ou alors il y a des choses comme ça qu'on entend et qui sont pas dans cet esprit de rhétorique. Voilà.
Voilà. Et donc, finalement, découler de l'apprentissage des traités, des études spécifiques, en fait. Peut-être qu'on peut se demander si faire de la musique baroque comme ça. Par exemple, il y a un violoncelliste que j'aimais beaucoup aussi, que j'ai découvert quand j'étais jeune, c'était Ivan Moneghetti, qui était un violoncelliste, le dernier élève de Rostropovitch. Alors lui, la sonorité, pareil, c'est un des sons de violoncelle, alors un violoncelle moderne, hein, qui je pense, te prend au tripes, quoi. C'est quelque chose un timbre exceptionnel. Et en fait, lui, ça a été vers 86, je crois, dans les années 85, il a créé un festival de musique ancienne à Moscou. Et il s'est mis aussi à faire des interprétations baroques, parce que je crois qu'il a dû faire quelques projets aussi, etc. Donc il y a des fois, tu peux te dire, il y a justement, il y a un peu des tarames ou des trucs comme ça. Mais par contre, il a une vision plus libre et très contenue de l'interprétation, qui fait qu'en fait c'est très beau. Donc on peut se dire, oui, on peut faire de la musique ancienne sans nécessairement faire le cursus qu'on nous demande de faire à l'école, le CNSM, ou pas le CNSM, ou n'importe quelle école, avec des disciplines appliquées, études des traités d'ornementation, accords et tempérament, justesse, comme on avait aussi au CRR, ou des spécifications. Mais le tout, c'est de pouvoir le faire, mais dans un esprit quand même à se dire, on ne fait pas n'importe quoi. Et bon, des fois, on peut douter de ce qu'on entend. Voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule. Voilà. Je suis désolé d'avoir un coup de gueule pour ça. Mais c'est vrai que je suis très un peu attaché à ce que cet esprit de rhétorique, d'avoir étudié le style, soit cohérent avec ce qu'après on propose. Voilà. Et j'imagine aussi harmoniquement, il faut que ce soit très clair ce qui se passe pour faire des choix rhétoriques. Absolument, je pense que si après, alors je me souviens que dans les cours avec Christophe, quand on jouait du Bach, il allait toujours au clavecin, puis debout, il jouait des accords qui n'étaient pas dans l'écriture de la partition, par exemple d'une sarabande ou d'une allemande de Bach. Et en fait, c'était pour nous montrer où aller, suivant l'harmonie qui n'était pas écrite, mais qui pouvait exister là-dessus. En fait, ça donne quand même une autre possibilité de structurer ces phrases, de savoir comment fonctionne l'harmonie. Alors, après, il faut avoir aussi, on peut se dire, bah, tiens, on pourrait faire des études être claviériste quand on est violoncelliste, parce qu'on fait de la basse continue. Mais, alors, on peut l'être ou on peut ne pas l'être. Moi, malheureusement, je ne suis pas. Pourtant, j'ai essayé. Je ne suis pas doué avec tous les doigts. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui fonctionnent, peut-être celui-là. Mais en tout cas, pour mes doigts, ne fonctionnait pas pour le piano. Mais c'est vrai qu'à force de le faire, à force de la pratiquer, ta ligne de basse, tu commences à avoir un peu des harmonies. Et donc à savoir comment placer tes notes et quoi proposer aux personnes avec qui tu joues. Avoir sa sonorité, c'est déjà quelque chose. Et avoir connaissance des règles, son étude des règles, de ce qu'on croit parfois aussi comprendre aussi dans ce qu'on a pu lire, mais donc que l'interprétation soit pas soit personnelle par ces prismes-là, et pas nécessairement parce qu'on a envie de changer complètement ou de donner un coup de pied dans l'interprétation de Vivaldi. Finalement, on va faire complètement avec des castagnettes, ou j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi. On doit quand même laisser l'inspiration se faire quand même. Tu vois, par exemple, Bilchma, il était plutôt dans cet esprit de se dire, voilà, on joue, c'est aussi notre interprétation, on ne doit pas être complètement strictement scrupuleux sur les choses. Puisque dans ce cas-là, enfin, finalement aussi, toute sa conception, tu vois, du coup d'archet, elle devrait être remise en cause. Alors, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre, il n'a jamais renié, hein, il a juste modifié ou atténué son propos, hein, à ce sujet-là, au sujet des coups d'archet. Mais voilà, il peut y avoir, oui, pourquoi dans Schumann il n'y a pas de cadence, parce qu'il n'y a pas de cadence.
dans le concerto de Schumann. Pourquoi on ferait quelque chose de complètement incohérent dans le prélude de Bach, le premier prélude, tu vois. D'ailleurs, Christophe m'avait dit une fois, tu m'entends pas, tu ne mettras pas ça, mais je te le dis à toi. Il m'a dit, Bach, ça doit être lumineux. Vous jouez ça boueux. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'était un peu. C'était un peu, puis ça sonnait pas bien. Mais imagine quelqu'un qui. Ça, ce serait du moi. Moi. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, le moi. Mais par contre, prélude de la seconde, à la fin. Faire des passaggio, un passage, des ornementations. Pourquoi pas, oui, c'est dans l'esprit. Oui, là, ça se prête. Tu vois, mais ré, fa, la, si tu fais ré, mi, fa, mi, ré, do, ré, la, fa, sol, mi, ré, do, mi, sol, fa, mi, ré, c'est plus cohérent. Pour moi, alors peut-être que dans 15 ans, on découvrira que c'était comme ça. À ce moment-là, Emmanuel Jacques, ce sera un daron has-been, mais peut-être probablement, ça ne me plaira pas aussi dans 15 ans, et je serai là, mais non. Je veux dire, si on arrive à prouver qu'on jouait Bach... Exactement. Ouais, okay. Bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'il est très fourni, par exemple, dans les airs avec violon solo, dans les cantates où c'est très, très, très ornementé, mais d'un autre côté, la 6e suite, elle est très ornementée aussi, et il l'a pas fait ailleurs, enfin, je sais pas. Moi, ou alors c'est peut-être parce que je sais pas le faire. Mais d'ailleurs, quand tu parles de Bach, ce qui me vient à l'esprit, c'est, tu sais, tu parlais tout à l'heure de temps fort, temps faible, à quel point c'est important. Et dans Bach au violoncelle, on sait que c'est pas des vraies danses qui auraient pu être vraiment dansées et que du coup, les tempi peuvent pas forcément être parfaitement respectés par rapport à ce qu'ils faisaient à l'époque et tout, parce que c'est très instrumental. Comment tu fais tes choix musicaux quant à tout ça dans la balance ? Moi, je prends le terme de suite comme une succession de pièces. Et donc avec une inspiration de... J'ai aucune évidence de savoir si c'était joué et dansé en même temps. De même que je pourrais pas te dire si je devais les jouer à la violoncello da Spalla ou au violoncelle. Bon, j'aurais préférence pour le violoncelle. Mais voilà, donc en fait, je fais souvent en fonction de... C'est difficile d'abandonner la tradition, hein, quand même. Parfois, c'est difficile d'oublier tes premières interprétations, tu vois. Surtout si c'est une partition sur laquelle tu n'es pas revenu depuis 30 ans ou 5 jours. Non, enfin, 5 jours, ça va encore, mais quelques années. Donc tu te dis, bah tiens, finalement, c'est les réflexes de comment tu l'as joué avant qui sortent. Donc, je pense que dans un premier temps, il y a tout ça qui est là, et après, tu l'interprètes assez rapidement. Et tu l'interprètes en fonction, à mon avis, de ta cohérence par rapport à ce que... C'est pour ça qu'il y a une sorte de maturité, il y a ce spectre de la maturité sur les suites de Bach, qui fait qu'on s'y attaque un peu, on s'y colle un peu, soit très tôt pour vraiment avoir du répertoire, soit un peu plus tard, quand on se dit, voilà, je sais à peu près ce qu'on veut faire, parce que c'est tellement joué, etc. Mais je pense que c'est à avoir essayé, je veux dire, le prélude de la première suite. Si tu l'essayes pas à toute berzingue et te dire, est-ce que vraiment c'est ça ce que j'ai envie qu'il sonne, quand tu te renseignes un peu, quand tu écoutes les pièces d'orgue de Bach, quand tu écoutes ou de clavier, et tu te dis, est-ce que vraiment il y a cette vélocité, cette dextérité souhaitée, en fait. J'ai entendu des fois des brandebourgeois à fond les ballons, comme si c'était parce que justement on se dit oui, mais il a transcrit aussi la musique italienne dans les 4 violons de Vivaldi, donc comme les Italiens c'était hyper expressif, on pourrait le refaire. Oui, mais on peut peut-être réadapter aussi en fonction de l'esprit dans lequel tu es. J'ai aucune certitude que à Leipzig ce soit aussi foisonnant que, enfin, tu vois, dans le quotidien des gens. J'en sais rien, en fait, ça c'est des suppositions. Hein. Mais je pense que pour les temps forts et les temps faibles, ça pour moi c'est une règle de base. Donc ça c'est assez immuable.
il faut que ce soit une musique cohérente en fait. Alors ta cohérence, c'est suivant ton style, hein. Si tu fais une courante pom 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 pom, ou alors c'est pom 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 pom, ce qui te va de mieux au moment où tu le fais. Mais par contre, je m'appliquerais, si je devais les jouer, à avoir la même rhétorique, que ce soit au tempo différent, mais en tout cas la phrase, elle va pas changer, quoi. Mais par contre, c'est vrai que la prise de son, elle va changer, donc l'empreinte digitale dont je te parle va être légèrement modifiée suivant l'articulation qu'on veut donner. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais bien dans la musique, en fait, ce que des fois j'arrive à entendre chez les autres, hein, c'est suivant le son qu'il y a, de savoir qui joue. Tu vois. Et ça, c'est Coin, on l'entend, Bruno, on l'entend, Coxet. Il y a des violoncellistes modernes aussi. On entend, on peut même entendre des fois même l'ADN de l'instrument si c'est un Go-Thriller ou même s'il a été tellement remanié, détruit, cassé, remonté. Je suis assez persuadé que de toute façon, le Umami dont je te parlais, du fabricant qui a fait le Testor, qui a fait le Guarneri ou le Go-Thriller, il est là, c'est très drôle. Je transgresse un petit peu par rapport à ce que ta question des suites de Bach, mais quand même quelque chose d'assez fascinant que un facteur d'instrument, que ce soit Charles Richer ou Joël Clépal, donc, qui est mon facteur d'instrument, qui fasse différents modèles, des gros, des petits, des moyens, des choses, avec du bois comme ça, ils ont tous la même voix, eux. Et après, c'est à toi aussi de mettre ton empreinte. Donc en fait, il y a différentes empreintes comme ça qui font que cet ADN du fabricant, de l'interprète, est unique, mais répété sur tous ces modèles d'instruments. J'ai rarement vu un modèle Servet, par exemple, un grand modèle, et un petit sonner complètement différemment. Bon, alors ils vont avoir plus de graves, plus de machin, mais le timbre, c'est machin, c'est bidule qui le fait. Et donc, c'est ça aussi qui est un petit peu fascinant chez les grands interprètes, c'est qu'ils te prennent un instrument et en fait ça sonne comme Christophe Coin, comme Bruno Coxet, comme des gens comme ça. Tu vois, c'est comme les photos. Les photos, une fois on m'a dit, ah, c'est drôle parce que une photo d'un sujet, donc moi mon travail il est sur l'absence, sur le silence, l'absence. Enfin, une photo d'une chambre avec un rayon de lumière ou une photo d'une chaise, on voit que c'est la même personne qui l'a faite. Et donc, musicalement, j'aimerais pouvoir arriver à ça. C'est-à-dire que ce sera juste ça mon interprétation, de vouloir juste interpréter juste avec ce que tu sais faire, c'est-à-dire donc ton son et qu'il soit reconnaissable. Voilà, ce serait le Graal pour moi. Voilà. Et d'ailleurs, puisque tu parles de tes photos, c'est vrai qu'on est là dans un autre univers, mais donc c'est un peu ta passion. Enfin, tu disais que tu temporisais un peu même ce mot. Et tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est développé pour toi, mais aussi peut-être le lien avec la musique. Enfin, tu parlais d'échappatoire. Oui. Bah, en fait, c'est pareil, c'est une transmission paternelle. C'est mon père qui était photographe amateur, instituteur et mélomane. Donc, qui nous a donné cette fibre-là très tôt avec mon frère qui est chanteur aussi. Et donc, quand on était petit, ça nous arrivait de lui casser ses appareils photo parce qu'on était assez curieux, ouvrir les boîtiers, à toucher les rideaux. Voilà. Puis après, on a eu nos appareils photo et puis voilà, moi j'ai commencé à avoir mes tocs sur le silence et sur la notion d'absence ou du main figuré dans une photo. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui vient et qui vous aspire et qui vous interroge. Donc j'aime le côté... Mais en fait, il est aussi lié à la peinture. J'aime beaucoup la peinture. Voilà, donc en fait, tout ça fait que c'est un univers qui est nécessaire pour moi, pour aussi m'échapper du son, du tumulte, de l'opéra, de l'agitation. Et souvent, donc, par les photos, je m'égare en gère un personnage solitaire dans des espaces où
où juste le silence et cette dernière actrice est présente, qui est la lumière. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce calme, cette solitude. Et d'ailleurs, pour les personnes qui partagent mon quotidien, c'est assez parfois un peu déroutant de me voir sur mon fauteuil dans l'obscurité avec mon ordinateur à pas bouger parce que juste j'utilise mon doigt pour repeindre certaines zones, etc. Ça peut être flippant pour eux, mais en fait, ils savent que j'ai besoin de ça. C'est pas tous les jours, hein. Mais sans ça, c'est un équilibre, quoi. C'est comme le sport. C'est-à-dire que, mais le sport, c'est plus un déversoir de. Parce qu'on est quand même très tendu hein, dans notre métier. Hein. On ne fait pas ça que pour le loisir et voir des jolis paysages. Des fois, il y a quand même énormément de tension, un climat. Même si j'idéalisais, quand je te parlais des études, que c'était comme une sorte de boîte de Pandore ou le monde des bisounours coloré avec plein de facettes. Mais en fait, il y a aussi des côtés qui sont douloureux, qui sont difficiles à vivre, etc. Donc, il faut un moyen de s'échapper, en fait. Et donc, la photographie, pour moi, c'est essentiel. Donc, je communique de cette manière-là. Et puis, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir exposer. J'ai fait 2 expositions cette année. J'en fais une par an, à peu près. Et donc, je suis dans une agence de photo. Et donc, voilà, par moment, j'ai des petites choses à faire pour des magazines, Le Monde, voilà. Et donc, ça m'amuse. Ça me fait plaisir. Et ça me change du violoncelle et de la problématique du violoncelle. Moi, ma grande problématique avec le violoncelle, des fois, c'est de prendre le violoncelle et de me dire oh, est-ce qu'il va sonner comme hier? Parce qu'hier, c'était super. Et en fait, je le prends, puis en fait, c'est tout pourri. Et donc, je me dis bah oui, c'est quand même une matière vivante comme moi. En fait, c'est peut-être moi qui suis pourri, j'ai peut-être mal dormi. J'ai pas les oreilles réveillées. Mais en fait, lui, il a peut-être pas changé. Mais en fait, parfois, c'est mon angoisse de sortir l'instrument. J'y vais comme ça, d'une main fébrile, en me disant est-ce que je le sors de la boîte est-ce qu'il va être comme je l'ai aimé hier? C'est un peu. Ça t'arrive jamais, non? Non, Bon. non, ça m'est jamais arrivé, non. Mais parce que, ouais, moi j'aurais toujours tendance à me dire que le violoncelle n'a pas changé, mais c'est moi qui. Mais c'est super intéressant. Bah là, il a changé parce que j'ai du chauffage par le sol et puis ça fait 2 jours que je ne l'ai pas sorti. Puis là, parce que je dois travailler un petit peu quand même. Enfin, je dois faire un truc. Et je dois jouer du Gabrieli justement. Et ma grande question, c'est que je vais jouer le 7e Richard Carr et je me dis, il y a ces ré, la, fa, ré. Au début, c'est ronde. Je me suis dit, mais ça m'embête de devoir faire des ornements là-dessus, des improvisations. Donc je me demande si je vais pas faire juste ré, là, comme c'est écrit. Mais peut-être pas, en fait. Donc j'ai sorti mon violoncelle qui était posé sur le chauffage au sol. Donc ça c'est super parce que j'ai retrouvé les cordes complètement comme ça, comme des vieux spaghettis trop cuits. Heureusement l'âme, je crois qu'elle est pas tombée. En 2 jours, ouais, ils ont remis le chauffage. Donc, bref, je m'échappe, mais oui, j'ai toujours cette angoisse. Bah, tu sais, il y a des fois où j'étais tellement angoissé que en fait, je me suis acheté une pointe aux âmes et je faisais mes réglages parce que je me disais que j'allais pouvoir faire mieux que ce que je ressentais. Mais à un moment donné, c'est vrai que je comprends que quand même le problème, c'est moi. Enfin, je veux dire, quand ça marche pas, il peut y avoir le temps, le climat, le temps sec et tout. Mais bon, à une période de ma vie, je me suis dit, oh, tant pis, c'est comme ça, je m'en fiche. Ça marchait bien en fait. Je devrais retourner à ce concept-là. C'est vrai que quand on fait de la musique ancienne, on a l'impression qu'on est plus proche de l'artisanat. On s'occupe beaucoup de son violoncelle parce que on change beaucoup plus souvent les cordes, on essaye beaucoup plus de choses. Même il y en a qui font leurs cordes et toi, tu vas carrément faire tes propres réglages. C'est aussi, ça fait partie du métier de musicien baroque. Je sais pas. En tout cas, bon, mes réglages, j'ai fait ça quand j'avais 25-30 ans, tu vois. Puis encore, une journée, j'ai fait tomber l'âme. La première fois, j'ai fait tomber l'âme. Il m'a fallu toute la journée pour la récupérer. J'avais pas la technique. Hein. Mais je pense que ça fait partie de ces interrogations. Et puis de se dire, ça dépend des gens de toute façon. Enfin, on est différents sur chacun. On peut être complètement, si je veux acheter une machine à expresso par exemple,
bah, je vais mettre un an à savoir laquelle. Enfin, je suis très lent sur mes choix. Souvent, je regarde tout, j'épluche. Ou à l'inverse, non, aussi j'ai des achats compulsifs, donc il n'y a vraiment pas d'équilibre, c'est vrai, je ne suis pas très équilibré. Mais voilà, il peut y avoir de tout. Et à un moment donné, il y a l'empirisme, on a envie d'essayer. De même que moi je suis passionné de lutherie, donc c'est vrai que j'ai eu plus de violoncelle dans ma vie que de, que de, que de Playmobil ou que de gâteaux. Non, des Playmobil, on en avait quand même beaucoup. Non, que de voitures par exemple. J'ai eu, je sais pas, une vingtaine de violoncelles, c'est beaucoup, hein. Ah, quand même! Ouais, Tu veux dire des différents Ouais, où tu changeais et tu ouais, prenais un autre? ouais. Mais c'est exceptionnel comme chiffre. Oui, mais j'ai eu des très belles pièces, et puis à un moment donné, bah, je me suis dit, bon, bah voilà. Mais oui, en fait, le changement, cette recherche du son aussi, et puis par moments aussi cette instabilité qu'offrait l'ancien. J'avais un très beau violoncelle de Testor que j'avais acheté chez Andreas Post en Hollande. J'avais eu le coup de foudre. C'était genre, mais c'était le truc inaccessible où il a fallu tirer de partout. Et en fait, il était complètement doublé, complètement cassé. Et jusqu'au moment où j'avais trop peur qu'il soit instable. En fait, c'était moi qui étais instable. Je l'ai vendu et je pense que j'aurais dû le garder. Mais c'est pas grave, je suis passé à autre chose. Je me suis dit, je fais de la confiance à la lutherie moderne. Donc, avec un luthier, on a vachement travaillé sur un violoncelle, sur le chevalet, etc. Puis finalement, je l'ai vendu, puis j'ai acheté un autre, jusqu'au moment où j'ai eu une très belle basse de Bocquet que j'ai vendue. Donc là, maintenant, je travaille avec Joël Clépal et je suis super content. C'est un gars fantastique et très ouvert, hyper ouvert. Et c'est un plaisir de travailler avec lui. Ouais. Bah, Emmanuel, un grand merci à toi. Bah, merci à toi, c'était une belle occasion de parler. Oui, merci d'avoir partagé tout ça, tes anecdotes, tes expériences et puis ta vision de la musique, l'interprétation de la musique baroque. Je trouvais ça très inspirant. Je suis ravie que tu continues à défendre ça dans tes interprétations. Bah écoute, j'essaierai de faire de mon mieux, en tout cas pour la basse, quoi, pour la basse continue. Un grand merci à toi. Bah, bonne continuation alors pour tout. Merci. Et puis, quant à vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les laisser sous cette vidéo, parce que Emmanuel ou moi serons ravis de vous répondre. Ciao à tous!